BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle depuis le MWC à Barcelone. François Sorel. Voilà, de quoi je me mêle depuis le Mobile World Congress à Barcelone. Nous sommes ici sur le stand Orange. Tout à l'heure, on découvrira les nouveautés Xiaomi avec Guillaume Berlemont. Mais dans l'immédiat, j'accueille avec beaucoup de plaisir Frédéric Guichard. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Le patron de DxO marque. Voilà, une marque que vous connaissez un peu si vous nous suivez dans De quoi je me mêle et sur BFM Business dans Tech & Co, qui est voilà, un laboratoire assez discret malgré tout, mais qui capte tout l'intérêt de tous les grands de l'électronique grand public, que ce soit les Apple, les Samsung, tous s'intéressent à ce que vous faites parce que vous testez leurs produits et vous les aidez à les améliorer en quelque sorte. Exactement, c'est-à-dire que le fait de tester les produits ou les prototypes avant qu'ils sortent sur le marché, ça permet de voir quelles sont les améliorations possibles. Parce qu'il y a de plus en plus de logiciels ou d'intelligence artificielle maintenant dans l'amélioration par exemple des images au niveau de la photo. Et donc on les aide à identifier les sources d'amélioration pour qu'ils fassent toujours de meilleurs produits. Donc vous testez des smartphones, l'appareil photo, enfin divers composants, on va dire. Exactement, on essaye de couvrir les composants multimédia, enfin les aspects multimédia du téléphone qui comptent pour les utilisateurs. Donc aujourd'hui, la caméra est le critère numéro 1. Il y a aussi l'écran, il y a aussi la batterie, qui sont vraiment des critères importants dans les choix des utilisateurs. Et qui concentrent aussi ce qu'on appelle les pain points, des demandes d'amélioration de la part des utilisateurs. Alors, il y a les smartphones, mais vous ne faites pas que ça. Vous avez d'autres produits que vous testez et petit à petit, vous agrandissez la famille de produits. Alors, exactement. Alors, évidemment, les caméras, de façon générale, c'est notre cœur de métier. Donc, on teste évidemment les appareils photo standards, les smartphones qui sont en fait vraiment aujourd'hui des caméras tout à fait remarquables. Et on s'étend petit à petit sur d'autres secteurs, alors parfois moins consumer électronique, c'est-à-dire ça peut être l'automotive, il y a sur les voitures, pardon, il y a des caméras sur les voitures, ça peut être, il y a de la robotique, il y a des caméras dans les robots, dans tout ce qui est machine vision en fait, donc partout où il y a une caméra, je pense qu'on est pertinent. Le son aussi ou pas ? Alors l'audio, absolument. Alors il se trouve que dans les smartphones, l'audio est devenu un critère qui est devenu secondaire parce qu'il y a des casques, il y a des implants et qui permettent d'avoir une expérience audio nettement supérieure à ce qu'on a avec le téléphone seul. Après, bon, il y a la qualité du hardware à l'intérieur qui va restituer un bon son. Il y a peut-être des différences quand même entre on va dire tous les constructeurs, non ? Alors, il y a des différences, mais aujourd'hui, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas assez de place en fait, pour mettre des haut-parleurs de puissance. Donc le son s'en ressent. Et donc le son reste quand même quelque chose qui est un peu mis de côté. Alors Frédéric, pourquoi êtes-vous ici au Mobile World Congress ? Alors, le Mobile World Congress, pour nous, c'est une occasion unique de voir nos clients, en fait, en tout cas dans le secteur des mobiles. On a tous les fabricants de téléphones qui sont là, l'écosystème qui est présent, les opérateurs téléphoniques aussi, comme Orange, chez qui on est. Et il y en a plein, là, on est juste à côté du stand de T-Mobile qui est tout rose, qui est superbe. Il y en a plein, enfin voilà, il y a tous les opérateurs de télécom. Ils sont tous là, donc en fait, il y a toute l'industrie, tous nos clients qui sont là. Et qu'on peut voir en une semaine, donc c'est une occasion assez unique en fait. Et est-ce que y a aussi des moments secrets où les constructeurs vous montrent des produits qui ne sont pas encore dévoilés au grand public, des prototypes, des choses comme ça ? Alors, effectivement, quand on travaille avec les constructeurs, souvent on travaille sur des prototypes. On travaille en amont de la sortie des téléphones. On peut travailler même très très en amont, c'est-à-dire au niveau de la conception et choix des composants du téléphone. Donc, des fois, vous travaillez combien de temps avant la sortie d'un téléphone ? Alors, en général, c'est sur les 4 derniers mois. C'est là où on a notre gros pic de travail. Mais il arrive qu'on travaille 1 an avant, voire 3 ans avant. 3 ans avant, c'est qu'on travaille sur des algorithmes qui vont être embarqués sur les chips, enfin les puces. Et en gros, il y a un délai à peu près de 3 ans entre le moment où l'algorithme est conçu et le moment où il finit gravé sur la puce. Alors vous êtes un fin observateur aussi des tendances technologiques chez DxO, parce que c'est votre métier finalement. Vous faites beaucoup de veille. Qu'est-ce que vous remarquez cette année ? Quelles sont les tendances dans le monde du smartphone, Frédéric ? Alors évidemment,
Aujourd'hui, les constructeurs mettent l'AI en avant. Et c'est vrai que l'AI, ne serait-ce qu'en photographie ou en générative AI ou dans l'accompagnement de l'expérience utilisateur, l'AI est en train de bouleverser le téléphone et notre disons, interface avec le monde numérique. Et ça nécessite beaucoup de puissance de calcul, Exactement. de nouveaux processeurs. Enfin, c'est quand même, c'est pas anodin. Ça implique une transformation hardware des téléphones. Exactement. Donc là, évidemment, les fabricants de puces poussent énormément pour l'adoption de ce genre de techno. Mais c'est vrai que ces technos ont une vraie plus-value pour les utilisateurs. Donc il y a ce thème-là. Il y a d'autres thèmes qui sont peut-être un peu mis de côté aujourd'hui, mais qui sont vraiment très présents. C'est en photo, par exemple, c'est les skin tones. Aujourd'hui, le monsieur tout le monde veut le ton de la peau, la couleur, le contraste, la grain. façon dont les visages sont rendus en fait. Okay. Et ce qui est le plus compliqué, il faut le dire. C'est le plus difficile parce que c'est là où ils sont exigeants en fait. Ils sont exigeants sur leur quand on fait un selfie, on est exigeant sur notre apparence. Être représenté dans la photo comme on aimerait l'être, pas forcément comme on est. et donc là, il y a les goûts, les tendances. Et donc, par exemple, on fait énormément de tests utilisateurs dans différents pays pour essayer de comprendre les goûts et les couleurs dans chaque pays, parce qu'on peut imaginer que ça diffère en Europe et l'Inde, par exemple, ou la Chine, les goûts et les couleurs sont différents. Et bien sûr, et puis les couleurs de peau ne sont pas pareilles. Ils ne sont pas les mêmes d'une part, et il y a un aspect culturel qui amène à avoir des préférences aussi légèrement différentes. Donc ça, c'est un des thèmes. Un autre thème, c'est le HDR. Le HDR est partout. Donc il a été lancé par les écrans OLED qui permettent un affichage de grande dynamique. Et donc maintenant c'est la capture, donc la capture vidéo qui était déjà HDR depuis quelques années, et maintenant en photo. Alors là aussi c'est technique. C'est pas forcément mis en avant directement pour l'utilisateur, mais ce que va voir l'utilisateur, c'est des photos et des vidéos de meilleure qualité. D'accord. Donc vraiment, toujours la photo, l'image au cœur de l'innovation finalement. Exactement. Le réseau moins. Finalement, on est passé à la 5G, c'est bon? Oui, alors c'est vrai que le fait d'avoir du réseau, c'est toujours important. Mais pour un fabricant de téléphone, en fait, quand on n'a pas de réseau, on ne sait pas ce que c'est le téléphone qui ne capte pas ou est-ce que c'est l'opérateur qui joue pas son rôle. N'est pas performant. Donc en fait, les torts étant partagés, voilà, c'est pas forcément un sujet de choix de téléphone aujourd'hui. Ça pourra peut-être le devenir un jour. Il y a aussi le Wi-Fi 7 qui arrive dans les smartphones. Effectivement, le Wi-Fi 7 est un usage. Alors typiquement pour les gamers, c'est vraiment important. Mais aujourd'hui, quand même, le critère de choix du téléphone reste l'appareil photo, numéro 1, et la batterie, l'autonomie. Et c'est vrai que les téléphones, en tout cas les hauts téléphones haut de gamme, faisant de plus en plus de choses, ils consomment de plus en plus de ressources. Alors, effectivement, les composants sont de plus en plus économes, donc il y a une guerre entre apporter plus de valeur ajoutée à l'utilisateur et tout en préservant l'autonomie. Et là aussi, l'AI va pouvoir aider parce que l'AI va pouvoir comprendre quels sont les usages de chaque personne et adapter la puissance. Les softs qui tournent, les logiciels qui tournent en background sans qu'on le sache, pour adapter et optimiser l'autonomie du téléphone. Voilà. Et voilà, la consommation d'énergie, on n'a pas encore résolu ce problème. Alors c'est toujours un vrai problème. Alors il y a un mieux, et par exemple le Magic 6 Pro hier d'Honor. Et c'est le premier, disons, parmi les flagships qui a une autonomie assez grande. Donc en fait, il y a eu un vrai travail là d'optimisation de toute la partie logicielle. Mais la batterie est toujours la même, ou est-ce qu'ils ont changé la chimie de la batterie? Alors, il y a une partie de technologie de batterie, mais je dirais ils ont tous accès aux mêmes technologies de batterie. Donc effectivement, il y a un changement de techno qui a permis de gagner un peu, mais il y a aussi derrière ça des optimisations logicielles et tout en maintenant une bonne expérience utilisateur, le fait de pouvoir avoir une autonomie. C'est dingue parce que tout évolue dans un téléphone. Il n'y a que la batterie qui aujourd'hui est un peu bloquée en termes d'innovation. Voilà, on attend peut-être une batterie qui pourrait se recharger en quelques secondes et nous donner quelques jours d'autonomie. Il y a eu quand même beaucoup de progrès ces dernières années. C'est-à-dire qu'ils sont passés à des charges qui prenaient 2 heures, 3 heures. Là, il y a des chargeurs, même 200 watts, qui peuvent charger en 10 minutes. En tout cas, donner une grande autonomie en 10 minutes de charge.
Donc disons, la charge est de moins en moins un pain point, l'autonomie le reste fortement, et c'est parce qu'on fait de plus en plus de choses aussi avec nos téléphones. On passe de plus en plus de temps, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, et donc on a effectivement besoin d'optimisation à ce niveau-là. On n'a pas parlé de VR, mais quand on voit qu'Apple arrive avec un Vision Pro, Oui. et que c'est un segment qui commence à prendre un peu d'ampleur, hein, mine de rien, quand Apple arrive quelque part, forcément ça fait que ça va bouger. Ils prennent de la place. Vous testez le Vision Pro? Alors on prépare, mais ça sera pour la fin d'année peut-être, un benchmark de ce genre d'appareil. Vous allez créer un nouveau benchmark de masque VR? Alors un benchmark oui, mais pas forcément un ranking. Donc pas un classement? Pas un classement, oui. Mais vous y travaillez? On y travaille. Ok. Il y a des caméras. Il y a des caméras, il y a des écrans à l'intérieur. C'est notre métier de tester ce genre de choses. Vous l'avez testé le Vision Pro ou pas? Je pense qu'on a tous joué avec. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? En tant que DxO, c'est un produit intéressant ou pas? Alors, je pense qu'il amène un niveau de qualité qui commence à être utilisable, je dirais, en tout cas pour moi. Et donc, on passe dans un moment où ça peut devenir un outil réellement qu'on peut utiliser pendant un certain nombre d'heures. Je trouve qu'il est encore un peu lourd. Il y a encore quelques points de rugosité qui fait que je ne pense pas que je passerai ma journée avec. Mais on commence en tout cas à voir de la valeur dégagée de ce genre de choses en dehors des expériences de gaming et autres. Voilà, et quand vous dites que parfois vous travaillez 3 ans à l'avance sur des produits, on imagine en fait la R&D chez Apple pour imaginer le produit. C'est des années de recherche. Des années. Enfin, c'est dans 10 ans qu'on aura sans doute un truc qui ressemblera à ce qu'on rêve, non? Alors, le monde va vite quand même. Ça va vite? Vous pensez que ça sera plus... Mais oui, il faudra quand même, je pense, que quelques années. C'est intéressant tout ça en tout cas. Merci beaucoup Frédéric d'être passé par le plateau de Quoi Je me mêle. Merci à vous François. Sur le stand d'Orange. Et on suit toujours vos classements avec beaucoup d'intérêt. Merci. Merci. Et tiens, on va recevoir maintenant une marque que vous connaissez bien, c'est Xiaomi. Très bien. Qui a présenté son 14. Exactement. Et même le 14 Ultra. Alors exactement, le 14, on devrait publier les résultats très, très prochainement. Et on va le découvrir maintenant. Super. Et les Ultra, mais on attend le Ultra avec impatience dans nos tests. Merci beaucoup. Merci. Et tout de suite donc, mon invité Guillaume Berlemont de chez Xiaomi. Et donc, autre acteur puissant dans le monde du smartphone aujourd'hui, ça va même au-delà du smartphone parce qu'il y a tout un écosystème chez Xiaomi. Eh bien, on va en parler avec mon invité Guillaume Berlemont. Bonjour Guillaume. Bonjour François. Guillaume Berlemont qui est le directeur marketing France de Xiaomi, présent ici au Mobile World Congress, avec une conférence de presse qui a eu lieu dimanche soir, où vous avez présenté en fait vos nouveaux flagships, comme on dit, la gamme 14 de chez Xiaomi. On va en parler dans un instant. Mais c'est toujours bien de revenir un petit peu sur les fondamentaux de Xiaomi. Je le disais, c'est une marque qui a un gros affect et qui fait bien plus que des smartphones. Vous faites même des voitures, d'après ce que j'ai compris. Alors oui, ça c'est la nouveauté. Et effectivement, pour revenir peut-être un tout petit peu sur Xiaomi, rappelez que Xiaomi est le 3e constructeur de smartphones au monde, 3e également en France. Ah ouais, d'accord. Une entreprise qui est encore jeune, puisqu'elle existe depuis un petit peu plus de 10 ans, et présente en France depuis à peine 5. Donc encore beaucoup de chemin parcouru déjà, une position qui est solide, et puis comme tu le disais, pas que des smartphones. La particularité de Xiaomi, c'est d'avoir tout un écosystème autour des objets connectés de la maison et qui est ultra vaste. Il y a plus de 2000 références possibles. Et ça, c'est une proposition unique sur le marché en fait. Et pas toutes sont disponibles en France d'ailleurs. Pas toutes sont disponibles en France. En Chine, il y a une ribambelle de produits, c'est incroyable. En France, on en commercialise à peu près 250. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà beaucoup. Et ça va de l'aspirateur au air fryer, en passant par le smartphone, les télés. C'est dingue. Absolument tout. N'oublions pas aussi les trottinettes électriques. Les trottinettes qui est vraiment un gros marché pour vous. Qui est un gros business effectivement pour nous et on est très présent en France sur ce marché de la trottinette. Et avant d'entrer là-dedans, la voiture, parce que vous parlez d'une voiture, vous en êtes tous, cette voiture, c'est la Xiaomi
SU7. SU7. Tout à fait. Ben, pour le moment, c'est un énorme projet, un gros projet avec des investissements très conséquents. Donc on prend les choses très sérieusement. Ce qui a été annoncé, c'est une volonté de s'installer durablement sur ce marché, d'être dans le top 5 des constructeurs monde à horizon 15-20 ans. D'accord. Et pour le moment, c'est un véhicule qui va être disponible sur le marché chinois. Et il n'y a pas encore d'informations officielles de communiquer au-delà du territoire chinois. Exactement. Mais bon, en fait, Xiaomi a inauguré une usine ultra moderne avec plein de méthodes innovantes de construction de véhicules, un peu à la Tesla finalement. Tout à fait. C'est intéressant. Encore une fois, c'est un très gros investissement et les choses sont prises de manière très sérieuse avec une usine ultra moderne, des procédures de fabrication qui sont également très innovantes et que très peu de constructeurs dans le monde possèdent. Donc c'est un sujet sérieux qui nous occupera très certainement dans les années à venir. Là pour le moment, on est encore sur smartphone, produits de la maison, objets connectés. Et peut-être donc véhicules électriques aussi en Europe, en France. On verra. Dans un avenir. En tout cas, là, ce que vous avez annoncé, c'est donc 2 smartphones. Alors, il y a le 14 et le 14 Ultra. Et donc, la pérennisation de votre partenariat avec Leica, géant de la photo. Enfin, voilà, hein, les Leicaïstes, on le sait, sont vraiment des gens qui adorent la photo. Peut-être juste un mot sur ce partenariat avec Leica. Est-ce que c'est simplement un logo posé sur le téléphone ou est-ce qu'il y a vraiment des équipes de R&D qui travaillent ensemble? Enfin, c'est pas que du marketing, tout ça? Non, c'est pas que du marketing, effectivement. Et d'ailleurs, ça faisait partie des annonces d'hier. Une des 3 grandes annonces qui était l'ouverture de 3 centres R&D supplémentaires avec Leica, des Optical Institute, dont un qui sera basé à Pékin, qui embauche plus de 200 ingénieurs en optique. D'accord. Et le travail, c'est la poursuite du savoir-faire de Leica sur tout ce qui est hardware, l'optique pure, et puis les connaissances de Xiaomi en termes de développement soft et d'application également de ce qui va être intelligence artificielle au rendu photo et de travailler conjointement Xiaomi, Leica pour pouvoir produire justement et continuer d'avancer sur les images, la qualité d'image du futur aussi bien d'un point de vue hardware que software. Donc, si j'ai bien compris, Leica s'occupe de l'optique des smartphones, d'accord? C'est ça. Les lentilles, etc., etc. Et vous, Xiaomi, c'est le traitement de cette image ou malgré tout, Leica a son mot à dire là-dedans aussi? Alors, on utilise aussi leur savoir-faire parce que en tant que mais parce qu'il y a une couleur Leica, il y a une patte Leica. Disons que les fabricants de boîtiers comme Leica l'est se battent aussi sur la science des couleurs et quel type de rendu les photos faites avec leurs appareils vont avoir. Et ça, ils nous l'apportent, bien entendu. Au-delà de la lentille et du hardware pur, on réutilise tout leur savoir-faire en termes de colorimétrie avec le style authentique de Leica. Et ensuite, nous, on y apporte du post-processing pour pouvoir améliorer les images et qu'elles soient parfaites en un shot, puisque la grande différence finalement entre une photo smartphone et une photo avec un boîtier plutôt classique, c'est que celle du smartphone, on souhaite qu'elle soit utilisable tout de suite. On n'a pas forcément envie de repasser, tout le monde n'est pas photographe professionnel, de la retraiter dans des logiciels pro. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit parfaite tout de suite. Et ça, c'est ce que le moteur justement apporte côté Xiaomi. Alors, donc, la photo Leica, et puis après, il y a toute cette couche d'intelligence artificielle que vous avez poussé aussi, que vous avez présenté lors de la conférence avec le patron de Qualcomm qui est monté sur scène. Ça prouve en tout cas on va dire le degré de complicité qu'il y a entre vous. Hein. Qualcomm qui fabrique, on va dire, 90% des processeurs sur les smartphones aujourd'hui, avec le dernier Snapdragon, le 8 Gen 3, je crois, qui est dans le nouveau Xiaomi 14, c'est ça? Qui se trouve dans le 14, ainsi que dans son grand frère, le 14 Ultra. Tout à fait. Oui, c'est une des couches de notre deuxième grande annonce d'hier, qui était l'arrivée d'HyperOS, notre nouvel OS qui est... donc une surcouche d'Android, c'est ça? Tout à fait, c'est un Android très retravaillé et qui va nous permettre d'uniformiser en fait les OS entre tous nos produits. Donc que ce soit smartphone, bien entendu, la voiture et tout ce qui va être objet connecté, donc montre, bracelet évidemment, mais également objet de la maison.
Et donc HyperOS va nous permettre de faciliter toute cette connectivité et de pouvoir ajouter également une dose d'intelligence artificielle sur la gestion de tous ces objets entre eux pour qu'ils puissent fonctionner de manière idéale et la plus intuitive possible pour l'utilisateur dans le futur. C'est ce qu'on appelle l'IA prédictive en fait, qui va générer des scénarios et anticiper les besoins de l'utilisateur avec l'ensemble de ces produits qui vont communiquer donc ensemble. Parce que mine de rien, HyperOS, c'est un gros chantier. C'est le fait de se dire que tous vos produits, on va dire intelligents, passent sur cette couche HyperOS pour que tous les appareils puissent discuter entre eux, c'est ça? C'est bien ça. C'est 7 ans de développement, donc c'est pas et c'est le coup d'envoi cette année. Et le coup d'envoi cette année, et là les Xiaomi 14 qui donc sont disponibles à partir d'aujourd'hui sont les premiers produits porteurs en France. Est-ce que vous pouvez nous donner nativement. des exemples de dialogue qu'il peut y avoir avec les autres produits Xiaomi sur HyperOS? Bien sûr, ce qui va venir une fois que donc, HyperOS sera déployé sur plus de produits, c'est un exemple avec HyperMind, qui est donc la partie prédictive de l'IA d'HyperOS, en utilisant les datas aussi bien de ta montre, de prédire ensuite des scénarios d'usage, activer les produits, de ne pas les activer, de les faire remonter ne serait-ce que dans l'interface pour pouvoir justement les avoir sous la main pour les activer si on veut le faire manuellement. C'est vraiment tous les produits qui vont travailler ensemble et donc générer de la data pour pouvoir intelligemment les utiliser et si possible faciliter le quotidien de chacun. Je ne vais pas dire sans qu'on n'ait plus rien à faire parce que c'est pas non plus le but, mais en tout cas à nous aider à faciliter le quotidien tout simplement. Que des tâches se fassent automatiquement en fait. Ou soient proposées automatiquement et qu'on n'ait plus qu'à dire oui ou non, vas-y. Ces deux téléphones sont dispo quand, Guillaume? Alors le Xiaomi 14 est disponible depuis hier soir, donc c'est celui-ci, c'est le petit frère. Et le Xiaomi 14 Ultra, lui, sera disponible avec son grande optique à partir du 19 mars. Et donc, il est en précommande dès maintenant. Voilà, 1 000 € pour le 14 et 1 500 € à peu près pour le 14 Ultra. Exactement, c'est précisément. Et qui sera accompagné d'un pack photo pro qui va vraiment permettre, parce qu'on veut vraiment pousser cette histoire de photographie, c'est ça l'histoire des Xiaomi 14. Et avec le 14 Ultra, on pousse l'histoire jusqu'au bout avec ce pack photo pro qui comprend un grip, un adaptateur pour pouvoir y mettre des filtres et vraiment tout le matériel, une batterie supplémentaire et tout le matériel finalement qu'il faut pour pouvoir faire de la street photo. C'est ça, pour avoir une prise en main d'un appareil photo, enfin en tout cas... Une prise en main pro, voilà, je pense qu'on peut le dire. En tout cas, c'est le retour que nous ont fait les photographes qui ont pu le tester. Eux, ils ont l'impression d'avoir un petit boîtier Leica entre les mains avec ça. Voilà Xiaomi avec ces deux nouveautés présentées donc au Mobile World Congress. Merci beaucoup Guillaume. Merci François. Guillaume Berlemont, donc directeur marketing chez Xiaomi France. Pour terminer ce De quoi je mêle, c'est un vrai plaisir que de vous retrouver depuis Barcelone. Voilà, pour essayer de vous brosser un peu les tendances de ce salon édition 2024. Le module bonus vous attend avec Mélinda et j'aurai le plaisir de vous retrouver bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. De quoi je me mêle depuis le MWC à Barcelone.